Bienvenue sur le Train to Rehab podcast, le rendez-vous des sportifs qui veulent aller loin sans finir cassés. Je m'appelle Thomas, je suis kiné, coach et passionné de sport d'endurance. Ici, on parle blessures, performance, réathlétisation et même un peu de business pour celles et ceux qui vivent du sport et veulent en faire leur métier. L'objectif, te donner les clés pour mieux comprendre ton corps, t'entraîner plus intelligemment et continuer à progresser, que tu sois blessé, en reprise ou en quête de performance durable. Allez, on attaque l'épisode du jour. Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode du Train to Rehab podcast en compagnie de Morgane Nutrition. Morgane, comment tu vas ? Bonjour. On est toujours dans la valeur nutrition. La vie est belle, tout va bien. Et on va parler d'un tas de nouveaux sujets aujourd'hui, si on ne déborde pas trop. Yes, génial. On a à peu près 1h15 pour tourner ce deuxième podcast. Donc, on va essayer de vous bombarder le max de valeur en 1h15. Du coup, la dernière fois, on a parlé de l'importance de l'apport en protéines, même pour les sportifs d'endurance. On a parlé de l'importance de maintenir un surplus calorique en période de blessure, de certains troubles alimentaires comme l'orthorexie et des compléments alimentaires qui étaient plus ou moins essentiels pour tous les sportifs en général. Donc, je vous invite déjà à aller voir ce premier épisode parce que franchement, il y a plein de petits tips pratiques et avec la théorie qui va avec. Donc, franchement, je vous invite à aller voir cet épisode. Et là, on va essayer de compléter un petit peu tout ça. Pour lancer cette deuxième partie, Morgane, on a beaucoup parlé des protéines. Est-ce que tu pourrais nous décrire aussi les deux autres macronutriments qui sont les glucides et les lipides, et est-ce que tu as des recommandations concernant les dosages journaliers à avoir? Ok, bon, ça va vraiment être du cours textbook, entre guillemets, comme on dit en anglais, c'est-à-dire vraiment du très académique, très basique. C'est pas ce qui me fascine le plus, mais pour vous simplifier, dans les macronutriments, donc macro pour désigner une certaine échelle qui, en l'occurrence, est assez grande. Dans les macronutriments, on a principalement 3 nutriments que sont les protéines, les glucides et les lipides. On peut aussi parfois rentrer de l'alcool là-dedans, mais là dont on ne parlera pas pour l'instant. Lors du dernier podcast, on a beaucoup parlé des protéines. Je voulais mettre l'accent dessus parce que c'est honnêtement très sous-coté chez les sportifs d'endurance. Maintenant, pour faire la parenthèse, glucides, lipides, si on reste vraiment ultra simple, ultra basique, glucides, c'est entre guillemets les sucres, d'accord ? Donc vos sources de féculents, vos fruits, vos légumes, etc. Toutes les sources de glucides finalement dans votre corps vont finir par apparaître dans votre sang comme étant du glucose. C'est pour ça que moi je m'intéresse pas tellement à la répartition, plutôt à la catégorisation de glucides lents, rapides, complexes, simples, etc. Parce que finalement, juste à l'arrivée, on finit par être du glucose dans le sang. Et c'est la source d'énergie préférentielle du corps pour un tas de choses, y compris le fonctionnement du cerveau, vos activités quotidiennes, l'entretien entre guillemets de votre corps, c'est-à-dire des choses comme la respiration, la digestion, etc. C'est sur les glucides que ça fonctionne le mieux en général. Après, on va parler peut-être du concept de flexibilité métabolique qui nous indique que selon ce qu'on mange le plus en glucides ou en lipides, on finit par être en mesure d'utiliser plus ou moins un substrat énergétique ou plutôt l'autre dans des proportions différentes. Mais les glucides, principale source d'énergie du corps, si on simplifie, et c'est particulièrement ce qu'on va utiliser pour des efforts sportifs, surtout sur des efforts de faible durée et haute intensité, que ce soit en termes de pourcentage de votre répétition maximum en musculation, ou que ce soit en termes de pourcentage de votre fréquence cardiaque maximum sur un effort plus d'endurance. Voilà pour les glucides. Stupidement, si on résume à nouveau très textbook académique, théorique. Les lipides, ça va être les graisses. Donc, ce que vous avez dans des viandes grasses, votre huile d'olive, votre beurre, tout ça, bien sûr. Ça va être un petit peu moins facilement utilisé comme source d'énergie, parce que ça prend du temps à être décomposé, les lipides, avant de pouvoir en tirer quelque chose. Donc, pour des efforts sportifs, c'est pas ce qui va être utilisé spécialement. Le rôle des lipides, ça va être quoi ? Ils vont avoir un rôle dans la structure, donc dans la membrane des cellules, en fait. Ils ont des bienfaits de santé selon le type de lipide que c'est. Et ce qui est intéressant avec les lipides, c'est que la qualité des lipides va être vraiment primordiale.
plus que la qualité des glucides, et même un petit peu plus dans le sens que la qualité des protéines. Donc c'est des bienfaits de santé des lipides, certains usages comme fourniture d'énergie, mais moins bien utilisés que des glucides. Maintenant, si on parle des dosages, des quantités dont on a besoin, on va pas avoir des limites vraiment strictes, dures. Je vais commencer par introduire le concept de flexibilité métabolique. La flexibilité métabolique, c'est cette idée, ce concept qui nous indique que votre corps devient de plus en plus efficient à utiliser les sources d'énergie qu'on lui envoie le plus. Donc on pourrait se dire, bon, tiens, j'ai compris que pour la performance sportive, j'avais peut-être besoin de beaucoup de glucides. Donc dans ma diète, je vais m'orienter vers beaucoup de glucides, et du coup, je vais équilibrer ça avec moins de lipides. Et bien, au fur et à mesure, sur quelques jours, quelques semaines, votre corps va devenir de plus en plus efficace, efficient, pour faire de l'énergie sur ces glucides alimentaires que l'on envoie, et il va finir par utiliser moins de lipides comme source d'énergie. Donc, dans un sens, votre besoin en lipides sera plus faible, parce que le peu de lipides que vous aurez sera juste utilisé strictement pour les besoins structurels des cellules, certains bienfaits de santé, production d'hormones stéroïdiennes via le cholestérol, etc. Pardon, voilà, petit rôle de synthèse d'hormones comme la testostérone, l'œstrogène aussi, que j'ai pas cité avec les lipides. Et du coup, bah, vous aurez plus de glucides, tant mieux, mais au quotidien, un tas de tâches de tous les jours utiliseront davantage de glucides. Ce qui fait qu'à l'arrivée, vous n'aurez même plus tellement de glucides que ça, et vous n'aurez pas un net avantage, une nette supériorité à avoir une diète riche en glucides et faible en lipides. Et à l'inverse, la flexibilité métabolique, ça nous indique aussi, si on déséquilibre en faveur des lipides, si vous avez une diète plus faible en glucides et plus riche en lipides, et bien finalement, au quotidien, vous allez en moyenne utiliser un petit peu plus de lipides pour vos besoins énergétiques, voilà, au quotidien. Et pour le coup, vous allez être un petit peu plus économe et un petit peu plus pertinent avec votre utilisation des glucides. Donc ça, c'est le concept de flexibilité métabolique. Donc finalement, sur la durée, même avec des répartitions un petit peu déséquilibrées de glucides et lipides, on finit, alors je dirais pas par retomber sur ses pattes, on va pas tomber dans le nihilisme à dire que ça n'a aucune importance, mais il y a plusieurs répartitions glucides-lipides qui peuvent fonctionner et on va pas avoir de limite vraiment dure, stricte, à dire c'est impossible de descendre en dessous de ça, enfin sauf si on est vraiment sur des valeurs très très faibles. Donc on peut pas vraiment donner des recommandations strictes à dire c'est minimum ce palier, c'est minimum ce palier. Pour les lipides, vu qu'il y a une question quand même de santé, on pourrait un petit peu plus donner une limite à dire pour la santé, ce serait bien de ne pas descendre en dessous de telle valeur. Et cette valeur-là, elle est encore débattue. Dans la musculation, dans la nutrition pour la musculation, on entendra souvent le 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Mais étant donné que la qualité des lipides, c'est hyper important, ça va dépendre de vos sources de lipides. Donc, par exemple, des graisses saturées, on va avoir besoin d'un petit peu, parce que c'est un type de lipide qui va être particulièrement propice à la production d'hormones stéroïdiennes, donc des hormones comme testostérone, dont on va avoir besoin pour faire nos meilleurs progrès sportifs. Par contre, au-delà d'un certain cap, d'un certain seuil, j'ai carrément mélangé les deux mots, on va par contre commencer à augmenter notre risque de maladies cardiovasculaires via la cascade, diète riche en lipides saturés, qui induit sur la durée, le plus souvent, en moyenne, hausse de la cholestérolémie, surtout le LDL. Et on va ensuite avoir, suite à cette exposition élevée en cholestérol, une hausse du risque de maladies cardiovasculaires. Donc voilà pour la simple image, le simple cas de la qualité des lipides sur les acides gras saturés. Des acides gras trans, par exemple, qui vont être des graisses qu'on va retrouver dans des frites, des donuts que j'adore malheureusement. C'est des lipides qui n'auront pas tellement d'intérêt niveau récupération, santé ou quoi que ce soit, et même strictement en fait que des méfaits niveau santé. Donc pour le coup, rentrer dans votre apport en lipides des acides gras trans, ça a juste pas d'intérêt en fait. Donc on peut pas vraiment pour les lipides donner une limite de grammage chiffré pour dire là vous êtes bien, là vous êtes pas bien. Et à l'inverse,
Si le peu de lipides que vous avez, ça provient d'acides gras, donc d'oméga 3, donc d'acides gras essentiels, comme ce que vous avez dans les poissons gras, là vous allez être très bien parce que en peu de grammage de lipides, vous allez couvrir en fait vos besoins, je dirais, vitaux de santé, en mode filet de sécurité protecteur, on va dire, pour vos maladies cardiovasculaires, la santé de votre cerveau, etc. Donc voilà pourquoi le grammage pour les lipides, c'est dur à donner comme limite. Moi, je dirais même aussi bas que du 0,5 g de lipides par kilo de poids de corps par jour, si vos lipides viennent de sources de qualité, donc principalement monoinsaturés, polyinsaturés, un petit peu de graisse saturée pour la production d'hormones, mais ensuite les graisses trans, acides gras trans, vous pouvez juste les limiter au minimum. Enfin, juste pour le plaisir alimentaire, mais ils n'ont pas tellement d'intérêt dans une optique santé, optimisation des performances, etc. Donc lipides, c'est surtout ayez vos lipides de qualité, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup de grammage, honnêtement. Après, c'est plutôt des questions de préférence, de si vous appréciez avoir une diète riche en lipides, et après, vous dédiez le reste de vos calories aux protéines, aux glucides, en ayant placé en priorité les protéines, de préférence. Et ensuite, vous inquiétez pas tellement, surtout si vous n'êtes pas très proche d'une compétition, de votre minimum de glucides, on va dire, parce que, à moins que vous ayez une diète vraiment très déséquilibrée en faveur des lipides, a priori, sauf phase de régime avec des calories basses, vous aurez suffisamment de calories à dédier aux glucides. Après, on pourra parler du timing, etc. Parce que si vous combinez, si vous couplez à la fois une diète riche en prot et en lipides et un timing pas très malin de vos glucides, donc très loin d'entraînement, là peut-être que vous aurez un peu plus un manque à gagner. Mais chez les sportifs d'endurance, je vois rarement des gens qui mangent trop peu de glucides. Ok, donc du coup, là, si je veux simplifier un peu la chose, on a notre budget calorique total. On y reviendra aussi pour voir un peu comment on fait pour trouver son budget calorique total. On s'intéresse surtout le truc. On a notre, euh, notre dose de protéines. Donc, on avait dit entre 1,5, 1,8 pour du sportif d'endurance. Et ensuite, derrière, on peut remplir le reste de notre budget calorique avec des lipides de bonne qualité et après la répartition au final, elle importe peu selon le timing. Modulo le timing. Ouais, c'est ça. Alors, pour de l'endurance, ça importe plus que pour un sport de force, parce qu'un sport de force serait moins glycolytique qu'un sport d'endurance. Glycolytique, dépensant du glycogène, consommant du glycogène. Donc, glycogène étant les réserves de glucides musculaires et aussi hépatiques. Hépatique, c'est le foie. Donc, ça nous permet en fait de performer à l'entraînement sans avoir besoin spécialement tout de suite maintenant, avant l'entraînement, de s'envoyer des glucides. Vous pouvez bien performer en ayant juste des bonnes réserves de glycogène et en ayant pas de glucides pré-entraînement. On pourra peut-être même parler des stratégies de train low, recover low, des choses comme ça un peu compliquées. Ensuite, donc ma recommandation, c'est on place les protéines. Ensuite, on place les lipides à notre petit filet de sécurité, à un strict minimum, entre du 0,5 et 1 g de lipides par kilo de poids de corps par jour. Donc, si vous faites 80 kg, ça fait entre 40 et 80 g de lipides par jour. Et après, le reste part en glucides. C'est ça vraiment si on fait mathématiquement le déroulé des choses. Ok, ça marche. Et du coup, là, niveau timing, tu l'as évoqué, il y a, ça a été depuis quelques années la mode de se dire, en gros, très schématiquement, sur des efforts d'endurance, typiquement le vélo, tu vois, les efforts que les mecs font autour de France. Donc un effort 5-6 heures, eux vont s'entraîner très bas en glucides pour en fait apprendre à leur corps à utiliser les lipides comme substrat énergétique pour garder en fait tout ce stock de glucides pour la dernière heure de course où souvent tu vas avoir un col à monter, où il va falloir accélérer un petit peu plus. Est-ce que déjà cette image elle est bonne? Est-ce qu'elle est
elle est vraie comment, si c'est vrai, comment on fait pour entraîner ça? Ok, très bon sujet là que tu me lances là sur le train low. Donc c'est ça, oui, train low, ce serait littéralement, en traduction littérale, s'entraîner bas. Bas comment? Bas en disponibilité de glucides. Parce que une considération d'un sport endurance, ça va être d'avoir beaucoup d'énergie de disponible sur toute la durée d'un long événement d'endurance. Parce que, en fait, en termes simplement de valeur calorique disponible, même en étant très sec, on porte toujours plus de réserves de lipides sur nous que de glucides, en fait. Parce que des stocks de glucides, en fait, si on parle là de glycogène, on va avoir peut-être autour des 200-300 grammes de glycogène musculaire, autour des 100-200 grammes de glycogène hépatique, sachant que chaque gramme de glycogène, c'est 4 kilocalories, plus, c'est stocké avec 2,7 à 3 grammes d'eau. Ça ne représente pas énormément de valeur calorique, comparé à ce qu'on peut avoir de notre masse grasse, parce qu'en fait, prenons des valeurs simples, prenons que je fais 80 kg et que je fais 12% de masse grasse, j'aurai sur moi 9,6 grammes de graisse. 9,6 kg de graisse. Le mec est un peu trop optimiste. 9,6 kg de graisse, sachant que 1 kg de graisse, ça fait quasiment 8000 calories d'énergie. J'aurai sur moi quasiment autour des 80 000 calories disponibles de graisse. Sachant qu'avec mon glycogène, si on dit que j'ai 200 grammes hépatiques et 300 grammes musculaires, je serai à 500. 500 x 4, parce que 1 gramme de glucides, ça fait 4 kilocalories. Je serai à 2000 calories disponibles, énergétiquement. Donc en fait, sur un Ironman, sur un marathon, je vais certainement avoir des dépenses caloriques qui vont dépasser ces fameux là 2000 calories. Donc juste mathématiquement, je ne pourrais pas dépendre que de mes glucides comme source d'énergie. Là, de mon glycogène. Et forcément, il y a les deux. Alors, je ne suis pas en train de dire que au niveau utilisation énergétique, on n'est que sur un substrat ou que sur un autre. Évidemment, c'est toujours les deux. C'est toujours nuancé, c'est toujours des nuances de gris. C'est une dominante. Il y a une dominante d'un des substrats. C'est ça, oui, selon durée de l'effort, intensité et autres. Mais dans le meilleur des cas, on aimerait être très efficace pour utiliser les deux. Et même là, on l'a dit, si on peut économiser notre glycogène pour les plus hautes intensités, et si on peut être en mesure de s'entraîner à utiliser des lipides jusqu'à des gros volumes, des grosses intensités et autres, on prend. On prend. Parce que c'est le plus économique, en fait. Donc, on s'égare un petit peu, mais le concept du train low, ce serait, entre guillemets, d'éduquer votre corps à utiliser efficacement les lipides sur nos efforts. Si possible, proche de nos efforts de compétition. Tout en ayant quand même du glycogène qu'on va pouvoir solliciter à certains moments de la course, peut-être, oui, plutôt à la fin et autres, quand on veut mettre un coup d'accélérateur, finir vite avec plus d'intensité. Donc, est-ce que le train low fonctionne? Le train low fonctionne dans le sens où, de façon répétée, en s'entraînant encore et encore dans un climat de faible disponibilité de glycogène, ça rejoint un peu le concept de flexibilité métabolique, on va être en mesure d'entraîner notre corps à utiliser plus de graisse à l'effort. Et là, c'est même pas un but de perte de graisse, vraiment, de perte de poids, c'est juste apprentissage de l'utilisation d'un autre substrat énergétique. Ça fonctionne. Après, il y a plusieurs inconvénients avec le train low. Déjà, ça peut faire que vous aurez une moins bonne qualité à l'entraînement, parce que vous performerez systématiquement mieux, en fait, quasiment, avec plus de glucides disponibles. Donc, de 1. Et ensuite, de 2, on pourrait émettre l'argument que, justement, en s'entraînant toujours dans un faible climat de disponibilité énergétique, enfin, de faible disponibilité, glucidique, parce que énergétique, c'est pas le cas, parce qu'on va pouvoir dépendre un peu plus des lipides, on pourrait dire qu'on devient moins efficace à utiliser du glycogène, justement, comme source d'énergie. Donc, est-ce que c'est vraiment toujours un net bénéfice de faire du train low? Pas toujours. La bonne façon de faire du train low, selon moi, ce serait de faire du train low de façon ciblée sur des séances qui vont être dans tous les cas pas
spécialement toujours les plus simples, mais du moins des séances un peu plus accessibles dans la semaine. Donc pas les séances les plus difficiles, pour que dans tous les cas, on soit en mesure de compléter la séance. Et peut-être qu'on peut aller gratter, on va dire, ces petits bienfaits d'apprentissage, même si c'est pas l'apprentissage comme l'apprentissage moteur, on va dire, voilà, on peut aller chercher ces bienfaits de facilitation des adaptations en faveur de l'utilisation de plus de lipides. Après, on va avoir aussi autre chose. On va avoir les recover low, pour dévier sur en fait un peu la suite du sujet. Recover low, ce serait l'inverse. Ce serait vous vous entraînez, peut-être que vous avez mangé des glucides avant et après, vous n'avez pas mangé de glucides. Là, le but, ce serait à nouveau niveau adaptation, chercher à apprendre à votre corps à utiliser plus de lipides et peut-être aussi dans un sens lui apprendre à faire du glycogène avec autre chose sans que vous lui envoyez des glucides, parce que vous pouvez refaire du glycogène même sans consommer de glucides. Ça, on avait peut-être dû en parler lors du dernier épisode. Le triangle. Ouais. Protéines, lipides, glucides. Vous pouvez faire tout avec tout, sauf faire des protéines avec autre chose que des protéines. Donc en fait, avec des lipides, vous pouvez faire de la de novo glycogénèse. Vous pouvez faire des glucides avec des lipides qui vont vous servir à refaire des stocks de glycogène. Et c'est pour ça que lorsque vous êtes en diète cétogène, supposons, vous n'avez pas des réserves de glycogène à 0, 0, 0 tout du long. Vous êtes, c'est surprenant, en mesure de refaire du glycogène sans consommer de glucides. Donc, le recover low, c'est un peu plus débattu sur son efficacité, mais c'est ce concept de j'apprends à mon corps de faire du glycogène avec autre chose que des glucides, et aussi j'espère obtenir des adaptations en faveur de l'utilisation des graisses globalement sur ma période de récupération parce que je me prive de glucides. Donc je m'apprends, je me force, je m'éduque à utiliser plus de lipides. Je suis moins fan du recover low, mais ça peut se faire pareil après des séances d'entraînement assez légères, à nouveau, parce que ça peut, en fait, on va dire ça comme ça, empiéter sur votre qualité des séances à venir. Donc peut-être que le but est de faire plus d'adaptation, donc faire plus de progrès. Adaptation dans l'entraînement, c'est une bonne chose. Hein. Adaptation, c'est pas « Oh non, mon corps a compris qu'il a été le stimulus, il ne se fait plus feinter, il est plus surpris ». Non, adaptation, ça veut dire vous réagissez correctement, positivement à l'entraînement, et du coup, vous vous ajustez aux demandes de la séance. C'est une bonne chose. Donc, le but du train low, recover low, tout ça, c'est des stratégies pour maximiser les adaptations. Donc on le redit, donc, dans le sens de à quel point mon corps va être efficace pour dépendre des lipides, pour économiser mes glucides par la suite. Mais si aussi bien le train low que le recover low font que votre qualité d'entraînement baisse, vous n'êtes pas si gagnant que ça. Ouais, moi, c'est juste pour faire un petit retour d'expérience. Moi, j'applique le train low surtout sur mes sessions zone 2. Comme tu sais, l'entraînement en endurance, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à basse intensité. Et c'est là où je vais, moi, centraliser mes séances en train low, sauf quand ça va durer sur des sorties au-delà de 2 heures. Quand c'est sur du 3-4 heures, je vais commencer à consommer des glucides. Par contre, ouais, comme tu l'as dit, perso, j'ai déjà essayé de m'entraîner, faire du travail intense en train low, et tu as une baisse automatique en fait de tes performances. Et surtout, par exemple, si, allez, on va dire que tu fais du fractionné court, un 3 fois 10 fois 30-15 par exemple, peut-être que le premier, tu vas tenir sur les stocks de glycogène que tu avais déjà, mais tu observes en fait au fur et à mesure de la séance que soit en course à pied, ta vitesse critique, enfin ta vitesse, ton allure baisse, soit en vélo, ta puissance baisse. Et en fait, du coup, tu travailles même plus dans la même zone. Donc, moi, avec ce que tu as dit et l'expérience que j'ai là-dessus, ce que je dirais aux gens, c'est de les séances intenses, ayez votre consommation en glucides avant, pendant
après l'effort. Et en plus, de toute façon, pour la course, comme vous avez envie de consommer des glucides en course, il va falloir s'entraîner à les ingérer aussi. Tu me dis si je me trompe, Morgane, mais tu veux entraîner aussi ton système digestif à pouvoir en ingérer le maximum sans trouble digestif. Donc, ouais, moi, ce que je fais et ce qui fonctionne plutôt bien, en tout cas, séance inférieure à 2 heures en zone 2, je mets du train low. Et après, j'ai de la chance de pouvoir bien gérer mon planning aussi pour faire ça. Et séance intense et avec des glucides. Donc voilà. Et je voulais juste du coup revenir sur l'entraînement un petit peu. Soit si tu avais un petit truc où tu voulais rebondir dessus, sinon sur l'entraînement digestif, parce que je suppose qu'il faut aussi s'entraîner à absorber tous ces glucides. Oui, ça existe. Ça existe. C'est intéressant que tu en parles. Je crois que c'était pas prévu dans les questions initiales. Non. Non, mais c'est vrai, je suis pas en train de te dire, il me prend un dépourvu. Non, pas du tout, mais vraiment bonne remarque. L'entraînement digestif, ça existe. C'est pas un mythe. C'est-à-dire que vous avez besoin de temps, donc d'exposition à des glucides pendant vos séances d'entraînement pour être en mesure d'en tirer quelque chose au mieux et pour être en mesure de le tolérer sur le jour de la compétition en question. Donc, on peut voir ça comme étant un super bénéfice de consommer des glucides pendant l'effort, en se disant mais je vais pouvoir performer encore mieux, plus longtemps, meilleure allure et autres. C'est vrai, mais commencez vraiment par du léger, par du petit, parce que assez rapidement, si vous passez de 0 à 40 grammes de glucides par heure, vous allez juste honnêtement avoir mal au ventre. Vraiment, juste vous avez mal au ventre, vous allez vous sentir nauséeux et vous allez sous-performer de dingue. Et vous allez vous dire plus jamais. Alors que c'est juste que vous n'êtes pas acclimaté, vous n'êtes pas accoutumé à ces stratégies. Et finalement, oui, ça reste un manque à gagner. Enfin, vous performerez mieux avec des glucides plutôt qu'avec rien, surtout sur des sorties plus longues, plus intenses et autres. Donc typiquement vos efforts de compétition. Mais vous avez besoin de temps, d'exposition à des glucides sur plusieurs séances, sur la durée de façon progressive, pour en tirer en fait votre plein potentiel, on va dire. Autre chose, c'est vraiment intéressant ce sujet des glucides intra-entraînement ou intra-effort en général, donc même pour la compète, parce que ce qui va nous limiter, ça peut être 1, la digestion, et ça peut être 2, le transport en fait de ces glucides vers les tissus qui nous intéressent. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que dans tous les cas, les glucides que vous allez consommer, ça allait finir par être du glucose, au final, en tout dernier lieu, à la toute fin de la chaîne. Sauf que vous mangez quelque chose. Ça passe de votre système digestif, vos intestins et autres, à votre sang, en passant cette barrière-là. Et ensuite, quand c'est dans votre sang, avant que ça soit utilisé par vos tissus, ça peut être encore autre chose que du glucose. Ça peut être d'autres types de sucres. En général, ce qui finit par ose, c'est des sucres, glucose, lactose, galactose, fructose et autres. Sauf qu'une fois que c'est dans votre sang, pour emmener ça aux tissus qui nous intéressent, qui nous concernent, on va avoir des transporteurs. Et ces transporteurs sanguins vont être associés, vont être relatifs, on va dire, au sucre en question, aux nutriments en question. Les transporteurs sanguins du glucose sont pas les mêmes que les transporteurs sanguins du fructose, par exemple. Et là, je parle particulièrement de ces deux-là, parce que c'est les deux sucres qui nous intéressent le plus pour là, tout de suite, s'utiliser comme source d'énergie. Le format de base, c'est vous commencez à consommer des glucides intra-séance, vous prenez plutôt juste du glucose, et c'est très bien. Vous augmentez petit à petit les doses à mesure que vous devenez familier avec la consommation de glucides à l'effort. Mais on va arriver à un palier, on va arriver à un seuil qui est autour des 60 grammes de glucose par heure, qui va être en fait votre limite pour les transporteurs sanguins, qui vont du coup emmener les grammes de glucose qui sont en flottement dans votre sang, vers les muscles, en fait, qui vous concernent là pour l'effort. En fait, si vous allez au-delà, vous allez pouvoir digérer ces glucides-là, enfin, ces grammes de glucose en question-là,
Ils vont apparaître dans votre sang, mais ils ne vont pas aller là où on veut. Donc, en l'occurrence, dans vos quadriceps, vos ischio-jambiers, vos fesses, que sais-je. Donc, la stratégie est la suivante. On va vouloir viser une répartition, donc glucose-fructose, dans l'idéal avec un ratio de 2/1 entre du glucose et le fructose. Donc, c'est pas encore quelque chose qui nous concerne beaucoup si vous consommez 30 grammes de glucides au global par heure. Vous n'aurez pas spécialement besoin de faire du 20 grammes de glucose, 10 grammes de fructose. Par contre, à mesure qu'on arrive sur du 50, 60 et plus grammes par heure, on va bénéficier de garder ce rapport-là de 2/1 entre le glucose et le fructose pour réellement pouvoir en faire quelque chose. C'est comme si, on va faire une métaphore automobile. C'est comme si vous aviez changé votre véhicule de l'essence à l'éthanol, via une reprogrammation, mais que vous n'aviez pas une pompe haut débit. Pourquoi je parle de ça? Parce que à l'éthanol, on a besoin d'injecter plus de carburant qu'avec de l'essence pour avoir les mêmes rendements, mêmes performances. Et finalement, ça peut être supérieur, mais on va avoir besoin en fait d'injecter plus de carburant au global. Donc pour tirer le plein bénéfice d'une reprogrammation à l'éthanol, il nous faut une pompe haut débit. Et en l'occurrence, notre pompe haut débit, ce serait cette stratégie-là d'avoir une répartition de 2/1 entre le glucose et le fructose. Parce qu'en fait, on aurait ce qu'il faut, mais on ne l'emmène pas à bon port, on va dire. Donc 2/1 entre glucose et fructose pour déjouer en fait cette limite du fameux cap des 60 grammes de glucose par heure, ce qui nous permet en fait d'aller jusqu'à du 60 grammes de glucose pour 30 grammes de fructose par heure. Et donc en fait, ça nous permet d'avoir ce luxe, ce loisir, d'avoir au global plus de grammes de glucides, la catégorie plus large, utilisable à l'effort. Ok. Et du coup, là, 60 et 30, c'est vraiment des limites hautes qui peuvent pas être dépassées, ou alors si tu viens vraiment t'entraîner, tu vas être capable parce que je sais que, par exemple, Tadej Pogačar, là, qui est leader du Tour de France, il avait évoqué le fait que lui, il était possiblement capable d'ingérer 120 grammes de glucides par heure. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te semble pertinent? Est-ce que c'est vraiment une limite haute et chez l'humain, c'est impossible, tu ne peux pas la dépasser? Ou alors, ça s'entraîne comme tout? Alors je vais te dire, j'ai pas cette connaissance. Je n'ai pas cette connaissance, je ne sais pas. Je pense qu'il doit y avoir à la fois une entraînabilité, c'est peut-être un néologisme, mais je pense que vous avez compris l'idée, une entraînabilité du transport de glucides, de 1, et certainement même à coup sûr que tu dois avoir un aspect héréditaire, donc juste génétique, dans l'écart de capacité qu'ont deux individus à transporter des glucides et à utiliser des glucides et ou des graisses à l'effort. Donc ce serait faisable. Après, j'aimerais savoir comment lui a mis ça en place et comment lui a érigé cette limite, comment lui a défini qu'il pouvait aller jusqu'à du 120 grammes de glucides par heure. Ensuite, ça me semble pas aberrant non plus, mais à vérifier. J'ai pas cette connaissance. Tiens, quelque chose qui est intéressant aussi, parce que vous allez me dire, ah mais d'accord, mais 60 grammes et 30 grammes. Elle est marrante ta valeur. En plus, bizarrement, ton 60 grammes de glucose pour 60 minutes, ça tombe tout rond. Est-ce que ce serait pas une recommandation qui est made up, qui est créée nulle part? C'est des valeurs assez générales, même si selon les gabarits des individus, on finit par s'y retrouver, honnêtement. Très proche de ces valeurs. Chose intéressante, ça on en parlera peut-être qu'on en a déjà parlé lors du dernier appel, peut-être qu'on avait évoqué les phases de charge de glucides, le fameux 8 à 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps la veille de l'événement, etc. Il semblerait que chez des individus plus légers, on peut se permettre d'aller plus haut dans les phases de charge de glucides en termes vraiment numériques de grammage par kilo de poids de corps de l'individu. Vous allez me dire, Morgan Nutrition, on n'a rien compris. Je vous explique. Un individu de 80 kg, peut-être qu'il va bénéficier d'aller jusqu'à du 9-10 grammes de glucides
par kilo de poids de corps les 24 heures qui précèdent la compétition. Donc lui, faisant 80 kg, il serait sur du, supposons, c'est des valeurs que je crée, 720 à 800 grammes de glucides. Mais peut-être qu'un individu plus léger, peut-être de 65 kg, bénéficierait peut-être lui d'être entre 10 et 12 grammes de glucides sur les 24 heures qui précèdent la course. Donc dans ce cas de figure, lui, ce serait de 650 à 780 grammes de glucides. Donc ce qui reste dans l'absolu des valeurs plus faibles que l'autre, supposons le cycliste. Mais c'est intéressant de voir qu'a priori, plus vous êtes léger, plus vous bénéficiez d'avoir des valeurs de glucides consommées relativement plus hautes, du moins pour des phases de charge. Ce qui ferait que quand vous y pensez dans ce sens-là, ce qui ferait que ça pourrait finir par lisser ce potentiel écart entre individus dans le dosage optimal de glucides consommés pour une phase de charge, mais aussi sûrement consommés pendant l'effort. Ce qui ferait que ça indiquerait pourquoi la plupart des gens finissent par se retrouver à avoir cette limite du 60 grammes de glucose par heure et 30 grammes de fructose par heure. Ok. Je suis pas sûr d'être complètement clair, donc je vais essayer de l'expliquer différemment. Vous allez me dire, ok Morgan Nutrition, le 60 grammes de glucose, 30 grammes de fructose, il semble un peu tiré nulle part. Je vous indique que c'est sûrement quand même des valeurs vers lesquelles on s'oriente, sur lesquelles on finit par tomber chez la majorité des individus plus légers comme étant plus lourds, parce qu'on a des évidences scientifiques qui nous indiquent que les athlètes les plus légers bénéficient d'avoir plus de glucides par kilo de poids de corps que des individus plus lourds, faisant que ça finit par se niveler vers des valeurs plus régulières entre les individus, malgré les écarts de gabarit. Ouais. C'est très longue, mais au bout d'un moment, si vous écoutez un podcast, vous pouvez mettre de la concentration en fait. Donc, je ne sais pas où m'a fait le boulot. Ouais, puis après, il y a de toute façon quand vous regardez les dosages des barres énergétiques, des gels énergétiques, quand vous avez de la nutrition sportive, même des boissons d'effort, vous allez voir qu'elles vont tous être, ou quasiment toutes, être programmées sur une barre et un gel, ça va être 30 grammes de glucides. Une boisson d'effort, ça va être généralement 30 grammes. Il y a certaines marques qui peuvent monter à 60 grammes le bidon. Mais du coup, en fait, vous allez vous retrouver dans ces dosages-là, en fait. Et après, il y a une question d'entraînement et à vous aussi de vous entraîner, voir votre limite là-dessus et voir si vous ne pouvez pas dépasser un petit peu cette limite des 60 grammes plus 30 grammes de fructose. Et si vous y arrivez, vous n'avez pas de troubles intestinaux, et ben, tant mieux pour vous et puis continuez là-dessus. Écoute, c'était bien complet déjà cette petite partie, Morgane. Je voulais, du coup, on va rebondir sur ce que tu as dit sur la notion de timing, surtout pré-compétition. Alors, en sport d'endurance, il y a un truc il y a d'autres sports où, par exemple, le poids va importer. Mais en sport d'endurance, on va quand même si j'ai réécouté le dernier podcast, tu t'avais dit que tu n'aimais pas cette notion de rapport poids-puissance, mais ça reste que on fait quand même des sports où il faut propulser sa masse. Et du coup, ce ratio-là, il reste quand même important. Comment on fait quand, dans notre préparation, avant une compétition, on va faire ce qu'on appelle un affûtage ou un déload, c'est-à-dire qu'on va diminuer notre charge d'entraînement, même si on va garder les intensités, mais du coup, on va avoir une diminution de notre dépense calorique et on ne veut pas forcément prendre trop de poids parce que du coup, on va pas être dans une phase où on va progresser sur ces dernières semaines, 10 jours, 2 semaines. Si on prend trop de poids, on va venir baisser nos performances. Mais si on n'apporte pas assez de calories à notre corps, on va aussi être moins performant. Donc, comment on trouve cet équilibre et quelle stratégie on pourrait appliquer à la prochaine compétition? Ok. Oui, dans le dernier podcast, donc j'avais dit que
selon moi, il fallait pas tellement se soucier de la masse qu'on allait faire le jour de la compète parce qu'un bon protocole de recharge en glucides améliorera davantage vos performances que ça ne vous alourdira. Ensuite, je comprends quand même la problématique de se dire j'aimerais avoir un poids relativement stable pour même presque d'un aspect comment je dirais ça, sensation, on va dire ça comme ça. Savoir qu'on est dans notre corps habituel. Parce que oui, pour même la gymnastique, même du sprint, prendre 1,5 kg, même si c'est que des glucides, on se rend compte qu'on est dans un corps différent. Alors oui, pour un sport endurance, on se rend compte aussi, voilà, bien sûr, évidemment. D'ailleurs, même ça joue dans la façon dont vous êtes hydraté, plus ou moins. Ah, petite parenthèse, ça, je sais pas si on en avait parlé il y a 2-3 semaines. Pour du sprint, être légèrement déshydraté, ça vous rend plus performant. Il y a une recherche là-dessus, en fait, qui cherchait à estimer dans un tas de sports, dans un tas d'activités, à quel point, en fait, c'était ça l'hypothèse, à quel point la déshydratation était néfaste pour la performance. Et pour du sprint, une déshydratation de 1% à 1,5% rendait les sprinteurs plus performants. Parce qu'en fait, c'est juste une parenthèse, hein, ça ne nous concerne pas, mais c'est marrant de l'observer. Pour un sprint qui dure entre 12 et 25 secondes si on est sur un 100 ou un 200 mètres et le niveau des athlètes, le facteur limitant, c'est pas la surchauffe ou quoi que ce soit. En fait. Ou une fatigue excédentaire qui viendrait d'une déshydratation. Donc le fait d'être légèrement déshydraté rend même plus performant parce que ça améliore légèrement la force relative. Bon, pour des sports endurance, la déshydratation est bien plus coûteuse et néfaste, mais c'était la petite parenthèse qui titillait un petit peu le dogme, on va dire, du être plus hydraté systématiquement mieux. Et chaque once de déshydratation, chaque unité de déshydratation est forcément néfaste. Ok, donc on y revient. Comment on fait pour, si on le désire, garder un poids de corps stable malgré la baisse du volume d'entraînement sur la dernière semaine? Si on veut être très minutieux, on peut calculer notre dépense calorique sportive, voir de combien on réduit notre volume d'entraînement et du coup réduire en conséquence. Si vous êtes un peu dans les mathématiques, je vous recommanderais d'utiliser les METS Table, enfin METS. C'est quoi? C'est Metabolic Equivalence Table. C'est quoi? C'est des équations qui vous permettent de mesurer votre dépense calorique sportive. Il va falloir ouvrir grand les oreilles parce que c'est un concept un peu avancé. Vous vous êtes peut-être déjà demandé combien de calories ça dépensait un footing ou une sortie de 10 km à vélo. Déjà, il faut ajouter la précision. Votre footing, c'est quelle distance, quelle allure, etc. Quelle fréquence cardiaque, et vous pesez combien. En fait, les tables d'équivalent métabolique, ça va très bien fonctionner parce que ça va être des équations qui vont juste être un facteur multiplicateur de votre taux métabolique de base. BMR, Basal Metabolic Rate. Et sachant que votre taux métabolique de base, ça prend déjà en compte votre âge, votre taille, votre poids, toutes ces choses-là, ça part déjà d'une donnée qui est individualisée à vous, et ensuite, par-dessus, vous avez votre certain facteur multiplicateur. Donc, à nouveau, là, j'ai pas les valeurs sous les yeux, mais supposons qu'un footing fait à 11 km/h, supposons que c'est un équivalent métabolique de 6, donc ça voudrait dire que pendant que vous courez à cette allure-là, vous dépensez à chaque instant 6 fois plus de calories que ce que dépense votre taux métabolique de base. Votre taux métabolique de base étant juste les calories que dépense votre corps en étant vivant sur Terre, ou même pas sur Terre, étant vivant, c'est-à-dire les calories que vous dépensez pour respirer. Alors digérer, c'est même encore autre chose, faire fonctionner votre circulation sanguine et maintenir votre température corporelle à ce qu'il faut. Donc vraiment juste, vous êtes au lit, vous dormez, vous êtes sur votre taux métabolique de base. Donc qui est en fait une valeur qui dépend en partie de votre génétique, mais très largement de votre gabarit, simplement. Donc, tiens, on va prendre des valeurs très simples. Supposons que mon taux métabolique de base, c'est 2400 calories. Attention, mon taux métabolique de base, ce n'est pas ma dépense calorique totale, hein. C'est pas ce que je dépense au quotidien, c'est juste ce que je dépenserais en étant allongé dans mon canapé. 2400. Alors j'ai pris 2400 par jour,
parce que par jour, il y a 24 heures. Donc si on décompose mon taux métabolique de base par heure, j'aurai un BMR, taux métabolique, de 100 calories par heure. Hyper pratique. On l'a dit, là, ma course à pied a, j'avais dit peut-être 11 km/h. Si elle a un équivalent métabolique de 6, ça voudrait dire que par heure de footing, pour moi, mon gabarit, qui est un BMR de 2400 par jour, donc de 100 par heure, j'aurai une dépense de 600 calories, donc de 6 fois mon BMR, 600 calories par heure. Donc, ça voudrait dire que lorsque je vais faire mon footing, je dépense 600 moins 100, que j'aurais dépensé en tous les cas, 500 calories additionnelles sur ma journée. Finalement, c'est même pas exact. Pourquoi? C'est vrai que ça complique, mais que ça devient intéressant. C'est même pas exact parce qu'à mesure que vous ajoutez des activités physiques, sportives sur votre journée, vous devenez plus efficient sur votre énergie le reste du temps. C'est-à-dire que plus vous vous entraînez, pour simplifier, plus vous êtes feignant et une vraie marmotte sur le reste de votre journée. Donc quand vous commencez par ajouter un petit peu de sport à votre routine de vie, vous ne compensez pas tellement. Vous ajoutez encore du sport, vous compensez plus. Vous ajoutez beaucoup de sport, vous compensez encore davantage. Donc ça, en fait, ça rentre dans le paradigme du modèle de dépenses énergétiques limitées. Je crois qu'en anglais, ils disent constraint energy expenditure. C'est pour dire qu'en fait, vous allez être bloqué finalement dans une bulle de dépenses énergétiques et vous n'allez pas pouvoir dépenser encore et encore et encore et encore, parce qu'à mesure que vous dépensez plus, vous continuez de dépenser plus, bien sûr, mais vous dépensez de moins en moins plus. Chaque unité d'entraînement que vous rajoutez vous rajoute moins de dépenses que l'effort sportif ajouté précédent, parce que vous allez avoir plus de compensation via juste un coma, on va dire, sur votre repos. Ça, vous avez dû le vivre, surtout les gens qui s'entraînent le matin. Quand vous sortez d'une très grosse séance d'entraînement, supposons que vous faites une sortie longue le dimanche matin, dimanche après-midi, c'est tranquille, ouais. s'il faut aller arroser le jardin et vérifier la boîte aux lettres, vous êtes moins motivé pour le faire. Voilà, c'est une régulation de votre dépense énergétique à la baisse. Je me suis un peu égaré sur ce sujet, mais la question initiale était comment je calcule ma dépense calorique. Voilà, je voulais vous parler des MET stable, enfin MET juste, Metabolic Equivalent Stable, pardon. C'est la façon la plus précise de calculer votre dépense. Donc, supposons que voilà, vous passez de ce fameux footing d'une heure à un footing d'une demi-heure. Alors qu'avant, ce footing me faisait dépenser 500 calories additionnelles. Maintenant, il me fait dépenser que 250 calories additionnelles. Donc, peut-être que voilà, sur le papier, ma dépense calorique en déload, semaine d'affûtage, a chuté sur cette journée-là de 250 calories. Si vraiment je voulais simplifier, et là j'ai mis de côté du coup la compensation de la dépense calorique qui a eu lieu lorsqu'on s'entraîne, donc via une baisse de la dépense ailleurs. Donc voilà, c'était pour vous dire mathématiquement, utiliser les METs, c'est la meilleure façon selon moi, parce que si ChatGPT vous dit qu'un footing à 11 km/h d'une heure dépense entre 400 et 600 calories, comment vous savez si vous êtes plus proche des 400 ou des 600? ChatGPT ne connaît pas votre gabarit, ne connaît pas votre taux métabolique et autres. Donc voilà comment on calcule notre dépense, ou plutôt comment on calcule notre dépense sportive. C'est une question que tu voulais poser aussi, de comment on calcule notre dépense tout court. Il y a un tas d'équations qui existent. Harris Benedict, Cunningham, je crois aussi. Je le misquote peut-être. Je crois que c'est ça, ouais. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise pour mes clients en fait. Genre, je me suis fait un fichier Google Sheet d'équations avec en fait différentes équations de calcul de dépenses caloriques et je prends une moyenne entre les différentes équations que j'utilise. Donc, il y a des équations qui prennent en compte taille, poids, sexe et autres. Il y en a qui prennent aussi en compte âge, taux de masse grasse, etc. Bien sûr, plus vous prenez en compte de paramètres, plus c'est précis. Mais dans tous les cas, en fait, je trouve que les gens donnent trop d'importance au calcul exact de leurs dépenses. Parce que dans tous les cas, en fait,
d'un point de vue juste héréditaire, il y a des gens qui dépensent plus de calories que d'autres, même à valeur égale. C'est-à-dire, si vous et votre ami, vous faites même taille, même âge, même poids, même composition corporelle en termes de masse musculaire et masse grasse, il y a quand même pas mal de chances pour que vous dépensiez pas les mêmes calories, parce que y en a un qui a un effet thermique des éléments plus élevé, il y en a un qui a peut-être un taux métabolique de base plus élevé, il y en a un qui va avoir un NEAT supérieur, on parlera peut-être même sur un autre épisode de ce qu'est le NEAT, c'est assez important. Donc finalement, se baser juste sur les équations et se dire « Ok, c'est magique, je vais rester sur ces valeurs-là », ça marche pas. Enfin, ça vous emmène pas très très loin. Le mieux étant de quand même peut-être partir sur cette équation et ensuite compter vraiment vos apports avec une application de comptage des calories comme Fat Secret, MyFitnessPal et autres. Vous suivez l'évolution de votre poids, vous suivez les calories consommées, vous suivez votre nombre de pas, votre volume à l'entraînement et autres. Et ensuite, vous découvrez, ah bah tiens, je découvre que sur mes semaines, pendant 3 semaines, là, avec mes 4 runs et 2 sorties en natation, supposons, et une sortie vélo, plus environ 12-13 000 pas par jour, eh bien, je maintiens mon poids avec entre 3600 et 3800 calories. Et ça a bien plus de valeur que ce que vos équations vous diront. Donc les équations, elles sont bien comme premier point de départ, mais ensuite, ce qui vous concerne, c'est quoi? C'est le nombre exact de calories que vous mangez. Enfin, ça n'intéresse personne. Ce qui vous concerne, c'est de savoir, en conditions pratiques, de vie réelle, quelle est votre dépense calorique. Donc bon, quand vous connaissez votre dépense calorique strictement, et que vous voulez maintenir votre poids de corps, vous pouvez utiliser les METs pour essayer de soustraire la dépense que vous allez avoir en moins pendant votre semaine d'affûtage pour viser simplement une maintenance calorique. Dans le doute, et ça on avait parlé en message privé, Thomas, dans le doute, je préfère que l'athlète soit en léger surplus plutôt qu'en léger déficit, parce que léger surplus, on a peur de quoi? Il va prendre quelques grammes de graisse additionnelle, alors qu'en déficit, je vais peut-être perdre un tout petit peu de poids, mais ce sera néfaste sur juste sa balance énergétique, donc son niveau d'énergie à la compétition. Ok, donc ouais, là, tu as introduit une notion qui me paraît essentielle et qui, en fait, au final, c'est le juge de paix. Quand on parle de poids, c'est la pesée. Et moi, c'est un peu la logique dans laquelle je suis. Là, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, du coup, à peser mes aliments, à essayer de quantifier un petit peu tout ça. Et du coup, je me pèse très régulièrement. Et là, je suis plutôt dans une phase, comme tu l'as dit, de voir. Je me pèse tous les jours, mais je prends pas forcément en compte la valeur journalière, mais voir un petit peu la tendance. Voilà, là, je suis autour de 2400, 2500 calories jour. Quelle va être la tendance de mon poids de corps sur le mois, par exemple, à ce niveau de calories et avec l'intensité de l'entraînement que je mets et voilà pour me donner ça. Et du coup, pour toi, est-ce que c'est vraiment le poids, le juge de paix, enfin la pesée en fait, le juge de paix essentiel? Oui. Même pour les sportifs d'endurance, même pour des gens qui ne cherchent pas à prendre ni à perdre de poids, c'est pertinent de se peser régulièrement. Parce que sur des courtes périodes de temps, vous pouvez avoir des fluctuations de poids qui vont être liées à des fluctuations d'hydratation, des fluctuations de vos niveaux de glycogène, des écarts juste de masse alimentaire, c'est-à-dire que d'une journée sur une autre, peut-être qu'au réveil, en montant sur la balance, vous allez être plus ou moins lourd parce que vous avez juste simplement plus de nourriture dans le ventre par rapport en lien avec votre rapport de la veille. Après un resto, par exemple. Alors après un resto, il n'y a pas toujours. Exemple. Oui, ça dépend ce que tu manges. Ça dépend ce que tu manges au resto. Si au resto, tu fais une crêperie bretonne, tu prends une galette, une crêpe, ça peut être très calorique, mais ça peut peut-être pas peser très très lourd, parce que ça ne représentera pas énormément de grammage d'aliments. Par contre, peut-être que le lendemain de cette crêperie, le soir, tu vas manger beaucoup de soupe, tu vas manger 300 grammes de haricots verts, 300 grammes de patates douces et du poulet. Peut-être que là, le lendemain matin, tu vas peser plus lourd, parce qu'en fait, tu aurais eu un repas qui faisait 800 grammes de nourriture. Surtout si c'était un repas qui était tardif la veille. Surtout si t'es pas allé aux toilettes entre-temps. Surtout si c'était aussi un repas très salé
qui t'a peut-être fait retenir un petit peu plus d'eau. Donc il y a plein de facteurs à considérer. Donc sur les courtes périodes de temps, à l'échelle de quelques jours, une semaine, ton poids de corps il va bien plus dépendre de hydratation, glycogène, sodium, masse alimentaire, toutes ces choses-là, autres rétention d'eau causées par le stress et autres. Ça va bien plus dépendre de tout ça que de vraiment ta balance énergétique. Ta balance énergétique étant quel est l'équilibre ou le déséquilibre entre ce que tu manges, ce que tu dépenses, dans un sens ou dans un autre. Donc déficit calorique étant je mange moins que ce que je dépense, surplus calorique étant je mange plus que ce que je dépense. Mais à l'échelle d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, l'évolution de votre poids est plutôt une bonne indication de ce qui se passe au niveau de votre dépense calorique, enfin de votre balance énergétique, pardon. Et ça nous concerne parce que si vous voyez que vous perdez du poids alors que c'est pas le but, ça vous indique qu'a priori vous êtes en déficit. Et on va pas juste se réjouir de perdre du poids en se disant « Ah, je vais être plus léger, je vais être mieux performant ». On va aussi, normalement, surtout se dire « Je mange pas assez. Je mange pas assez pour récupérer parce que là, mon but, c'était de maintenir mon poids, de faire une phase pendant laquelle je progresse sur mes performances d'endurance, je me renforce et autres. Si je perds du poids, c'est que je suis dans un sens sous-nourri, certainement que je suis en train de sous-récupérer par rapport à ce que je devrais avoir, dans un climat de relative abondance, à maintenance calorique, tranquille, long fleuve tranquille. Donc l'évolution du poids, ça nous renseigne sur où sont mes calories par rapport à ma dépense. Mais vraiment sur des horizons quelques semaines, quelques mois. Je vous recommanderais pour les peser, de se peser tous les jours, idéalement à jeun, le matin, après être allé aux toilettes, avec le moins de vêtements possible. Donc juste, vous êtes en pyjama, vous allez dans la salle de bain, vous passez aux toilettes, vous montez sur la balance, vous rentrez votre poids soit dans une application de suivi de poids, soit dans ce que j'ai avec mes clients, donc un fichier Google Sheet, avec des équations de moyenne hebdomadaire à la fin, à chaque fois, à la fin de semaine. C'est les valeurs les plus fiables parce que si vous prenez juste une valeur par semaine, on l'a dit, il y a des fluctuations de poids de corps. Pour peu que entre votre semaine 1 et votre semaine 2, vous ayez eu un repos restaurant la veille, une semaine plus stressante qui vous a causé un petit peu plus de rétention d'eau, peut-être qu'entre-temps vous avez été constipé ou autre, vous finissez par avoir des données qui vont pas être les plus fiables. Et ça peut vous avoir, en fait, parce que vous pouvez penser avoir pris 1 kilo et du coup vous affoler en pensant que vous avez réellement pris 1 kilo de graisse, alors que finalement, il n'y a rien. Peut-être que juste vous avez une pesée, on va dire, défavorable, entre guillemets, selon l'interprétation, et vous n'êtes peut-être pas en surplus calorique. Peut-être même que vous êtes en déficit. Voilà. Ok. Ouais. Donc, se peser tous les jours, surtout que c'est quand même relativement facile. Tu te lèves le matin, tu vas aux toilettes, tu mets ça dans ta salle de bain, tu te laves les mains, tac, tu as la balance qui est prête, tu as juste à monter dessus. Et puis après, tu reportes. Moi, je sais que je reporte pour les sportifs d'endurance qui ont des Garmin. On aime bien tout centraliser dans l'appli. Tu le mets, c'est assez simple. Après, tu as des petits graphiques et tu te rends compte que tu as des fortes fluctuations pendant la semaine. Et toi, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour te rendre compte si tu as maintenu ton poids, perdu du poids, tu vas prendre par exemple une moyenne du poids sur la semaine, tu vas regarder plutôt sur un mois. Déjà, quelle échelle de temps tu vas prendre et comment tu vas estimer la tendance? Est-ce que c'est avec une mesure de moyenne ou autre? Je fais des moyennes hebdomadaires de poids. Je vais regarder comment fluctue le poids d'une semaine à une autre, quand même si je vous ai dit, on prend plus de recul, mais en fait, on peut prendre une moyenne de poids d'une semaine à une autre. Donc, je vous ai pas dit, je prends ma valeur du lundi 5 au lundi 12. Je vous dis, je prends la moyenne de ma semaine du lundi 5 à la moyenne de ma semaine du lundi 12. Ok, donc des moyennes en moyenne. Et ensuite, je vous l'ai dit, même si les fluctuations de poids ne sont pas liées directement à votre balance calorique, si ça peut être du glycogène, si ça peut être la masse alimentaire et autres, si on considère que c'est que du glycogène, a priori, si vous regagnez en glycogène sur plusieurs jours consécutifs, ça reste quand même l'indication que vous êtes en surplus calorique. Tout comme si vous perdez du glycogène sur plusieurs jours consécutifs, ça reste un indice indiquant qu'on serait peut-être en déficit calorique. Raison pour laquelle la première semaine d'une perte de poids, ou les 10 premiers jours, on va perdre plus de poids que sur les autres semaines, parce qu'on se vide d'un petit peu de glycogène,
avant que ça stabilise. On perd aussi un peu plus sur la rétention d'eau et autres. Mais tout ça, c'est des indications quand même, a priori, que l'on est en déficit calorique. Donc je compare des moyennes hebdomadaires à des moyennes hebdomadaires, sans surinterpréter non plus, parce qu'il faut voir ensuite, au cas par cas, de quoi, comme valeur, sont composées ces moyennes. Parce que, en fait, faut y réfléchir comme ça, mais pour peu qu'une valeur anormalement haute, une valeur particulièrement biaisée, haute ou basse, tombe sur un dimanche ou sur un lundi, ça impacte entièrement une semaine ou une autre. Alors que c'est juste que les humains ont décidé qu'une semaine commençait le lundi et finissait le dimanche. Mais si j'ai un resto qui tombe le dimanche soir, ça va impacter ma pesée du lundi, donc de ma semaine 2, supposons. Alors que si ce même resto, je l'avais fait le samedi, ça aurait impacté ma moyenne du dimanche. Donc au bout d'un moment, il faut juste faire preuve de bon sens et ne pas flipper pour une valeur qui finit par impacter la moyenne de toute ma semaine. Parce que si ce resto fait que je prends 1 kg additionnel, ce 1 kg sur une valeur de la semaine, 1 kg divisé par 7, ça fait environ 150 grammes. Ça peut faire que, selon si le resto est fait le samedi ou le dimanche soir, j'impacte ma semaine 1 ou ma semaine 2 de plus ou moins 150 grammes. Donc après, il ne faut pas surinterpréter et être juste stupide. Il faut être pragmatique. Mais je compare quand même des moyennes hebdomadaires à des moyennes hebdomadaires, même si c'est normal d'avoir quelques fluctuations. Dans le cadre d'une prise de masse, par exemple, je vais quand même prendre plus de recul que ça. Je vais plutôt comparer des moyennes de 2 semaines à des moyennes de 2 semaines ou 3 semaines, et même dézoomer et voir comment a bougé le poids de corps sur 4 semaines, donc un mois entier. Ça va être le plus pertinent. Pour la perte de poids, on peut quand même regarder d'une semaine à une autre, parce que la perte de poids, la perte de graisse, ça se fait plus rapidement que ne se fait une période de prise de masse musculaire. Ok, ça marche. Donc, ouais, plus tu dézoomes, plus tu vas observer des tendances nettes, pas s'affoler à la première prise de poids ou perte de poids, Ouais. et même un peu s'éduquer et apprendre sur soi-même, sur la pesée. Je pense que c'est vraiment un bon outil. Si tu combines ça, alors j'ai une très faible expérience dedans, je viens juste de commencer, mais je pense que si tu combines la pesée, le comptage des calories, c'est un super moyen de s'éduquer, de comprendre son corps, comment tu fonctionnes, à l'effort, etc. Donc, non, franchement, moi, pour l'instant, j'en ai un retour plutôt positif. Comme on l'a dit, faut pas que ça génère non plus de troubles du comportement alimentaire, comme on l'a dit dans l'épisode 1. Faut prendre du recul par rapport à ça, euh, et pas être trop rigide là-dessus non plus. Faut que ce soit en adéquation avec tes objectifs aussi. Et j'avais juste une dernière petite question là-dessus, après on pourra conclure. Sur le téléphone, quand je vais dans mon application santé, j'ai un peu tout de connecté, tu vois. Hop, je vais dans mon application santé, je regarde mon énergie au repos et tu vois, il me donne mon déficit, enfin l'énergie que je consomme au repos. Est-ce que c'est des données là qui sont pertinentes? Et je rajouterais juste aussi, quand par exemple tu vas sur Strava, Garmin, tout ce qu'enregistrent les montres, pareil, ils vont te donner les calories que tu consommes à l'effort. Est-ce que c'est des données qui sont pertinentes, qui te donnent plus ou moins une bonne indication de ce qui se passe, ou alors on observe des variations importantes? C'est pas très pertinent. Non, c'est pas très pertinent. Les montres connectées, c'est bien pour la fréquence cardiaque. C'est précis pour la fréquence cardiaque. C'est précis pour le nombre de pas. Plutôt bien, souvent. Pour la dépense calorique, aussi bien au repos qu'à l'effort, c'est pas très bien calculé, honnêtement. La plupart du temps, c'est surestimé. Environ à l'échelle de 20, 30, 40%. En fait, ça nous brosse dans le sens du poil, on va dire ça comme ça. Ça nous surestime, un peu pour flatter l'ego, ou juste par mauvais calcul. Et même dans tous les cas, alors ça c'est le cas pour les montres connectées, mais c'est aussi le cas pour les machines de cardio, technologie, etc., des tapis, des vélos en salle de sport. Donc, quasiment systématiquement, ça surestime. Et on ne peut pas vraiment compter sur ça pour planifier nos calories, estimer combien de calories additionnelles on va pouvoir manger suite à une séance de cardio et autres. Parce que, bon, déjà, 1, ça surestime. De 2,
on en a parlé pour le modèle d'énergie, de dépense énergétique limitée. Sur les calories qu'on va dépenser à l'effort, on va avoir une partie de ces calories-là qui vont être compensées via une baisse de l'activité et une baisse de la dépense ailleurs. C'est environ de l'ordre de 28%. Il y avait une recherche là-dessus, données très génériques, mais environ de l'ordre de 28% des calories dépensées à l'effort vont être rattrapées autre part via une baisse de la dépense. Et plus vous vous entraînez, plus on dépasse ce 28%. Et par contre, si on s'entraîne assez peu, on n'atteint pas cette valeur-là pour des sports endurance et de la dépense calorique sportive en général. Donc, on l'a dit, 1, ça vous brosse dans le sens du poil. 2, vous allez avoir une baisse de votre dépense ailleurs qui vont faire que les calories nettes de votre journée ne vont pas tomber vraiment là-dessus. Troisièmement, surtout sur les sportifs, sur les sports endurance, on va avoir une hausse de l'appétit suite à ces activités-là. Donc, on va pas pouvoir tellement compter sur ces calories additionnelles pour de la perte de poids pour pouvoir nettement manger plus. Donc, je vous recommande pas tellement de compter sur ça, sur les calories indiquées. Bah, pour calculer votre dépense, je dirais presque. Mais bon, je le répète, souvent ça surestime. Ça vous brosse dans le sens du poil. Ok, donc ouais, je voulais éclaircir là-dessus parce que je suis allé regarder. Je sais que ça prend quand même. Il y a pas mal de données qui sont prises en compte sur nos apps de santé, nos apps de sport, etc. Mais bon, du coup, le gold standard, ça reste quand même le comptage des calories couplé avec la pesée pour estimer ça. Ok, bon, Des calories pesées et aussi dépenses caloriques, enfin c'est la triade. Donc votre nombre de pas et les activités que vous faites, votre dépense, donc votre dépense, votre poids, vos calories. Donc en fait c'est une équation à 3 données. Parce que en fait si vous augmentez votre dépense sans toucher au nombre de pas, votre poids va baisser. Si votre poids augmente alors que vous n'avez pas touché à vos apports, c'est que votre dépense a baissé. Alors systématiquement, c'est aussi simple que ça presque. Ouais, c'est de toute façon après, ouais, il faut avoir la vision de cette balance apport et par rapport à ce qui a été dépensé. Et en fait, c'est un budget tout simplement. Et si vous dépassez le budget, bah, vous allez avoir tendance à prendre du poids. Et si vous êtes en dessous du budget, tendance à perdre du poids. J'ai bien utilisé le mot tendance parce que ça se fait pas instantanément comme ça en un jour, mais voilà. Ok, bon bah super Morgane. On a abordé pas mal de sujets encore très intéressants. C'est ce qui est cool dans ce vaste sujet qui est la nutrition, c'est qu'il y a tellement de choses à aborder, j'aurais encore tellement de questions à te poser. Mais si t'es chaud, on refera encore un autre épisode pour apporter encore plus de valeur. Est-ce que tu aurais un petit mot à rajouter pour conclure? On a parlé de quoi aujourd'hui? On a parlé dépenses caloriques avec les montres, on a parlé de comment calculer ses dépenses caloriques sportives. Je vous dirais de pas avoir d'attache émotionnelle avec une certaine valeur calorique, un certain apport calorique. Je vois encore trop de gens qui sont fiers de dire qu'ils sèchent, qu'ils perdent du poids à des calories très hautes, ou fiers de dire qu'ils perdent du poids à des calories très basses en se prenant pour des gladiateurs, ou qui s'intéressent vraiment aux valeurs de d'autres personnes en se disant telle personne, elle sèche avec ces calories-là, ce nombre de pas, tel sportif, il a l'air d'avoir énormément d'énergie en entraînement avec toutes ces calories-là, je vais manger la même chose, je vais m'inspirer la diète de ce crossfitter, de tel athlète d'endurance, de tel boxeur. Non, vos données peuvent être très très différentes de celles de d'autres athlètes, de celles de d'autres pratiquants, alors même qu'ils peuvent avoir des valeurs proches des vôtres en termes de dépenses, valeurs anthropométriques, donc taille, poids, etc. Donc voilà, ne vous inspirez pas de la diète des gens. Quand je fais des vidéos full day au fitting dans lesquelles je montre ma diète, c'est du contenu qui fonctionne vachement bien, mais c'est vraiment pas pertinent. Enfin, c'est vraiment les vidéos que je fais qui vous aideront le moins. Donc ça, c'est très drôle. Voilà, ne vous inspirez pas de la diète des gens. Je dis pas ça dans le sens vous ne maîtrisez pas cette magie, cet artefact ou je sais pas quoi. C'est pas pour mystifier la chose. Non, c'est juste que
voilà, comptez vos calories, comptez votre dépense, suivez l'évolution de votre poids. Vous voyez sur quelle valeur ça vous fait tomber, mais sortez-vous de la tête l'idée que vous devez consommer certaines calories ou avoir exactement un certain programme d'entraînement qui ressemble au programme d'entraînement des gens dont vous vous inspirez pour avoir le résultat. Voilà. Ok, bon, Ça, bah, c'est à fond génial. le cas, c'est à fond le cas ça pour la musculation, du bodybuilding, etc. Peut-être moins pour l'endurance, mais vu que les gens qui sont arrivés à la fin de ce podcast sont à la fois intéressés par les sports endurance et par la nutrition, ils doivent se dire, tiens, je vais m'inspirer de comment mangent mes athlètes favoris. Faites pas ça. Vous n'êtes pas vos athlètes favoris. Ouais. Oui, vous n'avez pas la même charge d'entraînement, pas les mêmes contraintes dans la vie. Donc, ouais. Bon, bah, super. Sur ces mots, Morgane, Yes. je te Merci dis de m'avoir merci reçu encore. beaucoup. Ouais, bah, merci à toi d'avoir apporté autant de valeur encore. Vous pouvez retrouver Morgane donc sur son Instagram, Morgane Nutrition. Full valeur, plein de petits carousels qui vous aideront. Il parle pas mal de pesées, macronutriments. En fait, tous les sujets qu'on a évoqués ici, vous pourrez les retrouver sur son Instagram. Franchement, c'est vraiment qualitatif. Donc, allez checker. Et puis, bah, Morgane, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode là-dessus. On a encore plein de sujets à aborder. Et puis, je t'ai dit bonne journée. Salut tout le monde. Et à la prochaine. Salut, merci de nous avoir écoutés.